Salut à toi, bienvenue sur la chaîne De Rien. Ici, on parle cash et on découvre ensemble les sujets d'investissement, de business et de réussite. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être en contact avec Richard Michaud. Bonjour Richard. C'est un épisode qui va changer un peu de l'ordinaire. On va prendre beaucoup de recul et on va évoquer des sujets un peu plus larges, un peu plus macroéconomiques. Mais je trouvais ça hyper important pour mieux investir, pour mieux comprendre peut-être le business ou tout simplement le monde qui nous entoure, et bien d'évoquer ces grands sujets de banque et de finance. Et ça tombe bien parce que Richard est un spécialiste et a beaucoup d'expertise sur ces domaines-là. Donc reste bien là, monte ton son, on est parti. Richard, tu as la chance d'avoir une grosse connaissance avec des années d'expérience dans le consulting bancaire notamment. Et donc c'est vrai que tu communiques énormément sur LinkedIn, sur des sujets très macroéconomiques de banque, mais que je trouve hyper intéressant finalement pour mieux comprendre après la microéconomie et tout ce qu'on peut faire en termes d'investissement, etc. Donc tu es très engagé aussi en termes d'éducation financière via tes posts. On a un point commun qui nous rassemble puisque tu as un super podcast qui s'appelle Inside Banking. Inside Banking d'ailleurs est démultiplié, alors c'est un podcast mais pas que, donc audio et vidéo, parce que tu es dispo aussi sur YouTube maintenant, ça c'est top. Et puis tu as aussi une newsletter, voilà, tu as un certain nombre d'outils où on peut te retrouver, on en reparlera juste après. Avant de commencer, je vais peut-être juste faire le petit disclaimer de base, puisque en fait cette discussion va plus s'apparenter à un bon échange entre bons copains. Moi j'ai aucune spécifications en termes de finances, etc. Donc, je ne donne pas de conseils. On est juste là pour explorer un certain nombre de sujets. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on va dire ici. Faites vos propres recherches et, comme on dit, do your own research. Et voilà, regardez tout ça. Alors, peut-être avant d'attaquer dans les questions, etc., je te propose peut-être de te présenter qui tu es. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Merci pour l'introduction. Tout d'abord, donc effectivement, je suis Richard Michaud. J'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Yes. Pendant longtemps, j'ai été consultant salarié, comme tu l'as évoqué. Alors, consultant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bullshit, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire. C'est un peu normal parce que ça reflète plein de réalités. Mais donc, moi, je suis consultant dans le secteur bancaire. Donc, ça veut dire que mes clients sont des banques. Donc, je réponds à des besoins de banque et principalement sur de la gestion de projet. Donc, j'accompagne un certain nombre d'établissements français, mais aussi j'ai pu faire des établissements étrangers sur des projets de transformation qu'ils peuvent mener. Donc, ça, c'est ma casquette historique et mon expertise. Je fais ça depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans 2 cabinets qu'on appelle Big Four, donc PwC et puis EY pendant 6 ans. J'étais senior manager chez EY quand je suis parti en fin d'année 2025. Et donc, je me suis lancé en tout début d'année dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je suis encore un néo-entrepreneur depuis quelques semaines seulement. Félicitations à toi. Merci. Ça a été une réflexion de longue date. Ça faisait un petit moment que j'y pensais. J'osais pas encore forcément me lancer, tu vois. Mais j'avoue que LinkedIn m'a beaucoup poussé à la faire parce que moi, j'ai commencé la création de contenu complètement par hasard, plus par passion. C'était pas du tout un business initialement, et ça reste aujourd'hui une passion, mais ça devient aussi un business. Je le faisais vraiment complètement à côté de mon travail. Et donc j'ai décidé maintenant d'essayer de tout rassembler. Donc cette passion autour de la création de contenu et d'avoir un écosystème au fait qui fonctionne avec mon travail au day-to-day. Donc moi aujourd'hui, je suis consultant secteur bancaire, mais j'ai ma propre entreprise. Donc c'est ma première activité. La deuxième activité, c'est une activité de formation. Donc je suis associé de l'AVGES, qui est un cabinet de formation sur la place de Paris. On travaille en France, mais aussi à l'étranger. Et là, c'est des formations pour des professionnels du secteur bancaire. Donc concrètement, on va former des banquiers sur des sujets d'expertise. Je suis en cours de développement de formation à titre personnel cette fois autour de 2 sujets, l'investissement, donc comment se lancer dans l'investissement, et puis le personal branding, comment prendre la parole sur les réseaux sociaux, comment créer un podcast, comme je le dis, j'ai créé mon podcast dans ma chambre sans moyens, donc comment créer un podcast de rien, parce qu'en fait c'est un énorme travail et tu es très bien placé pour le savoir. Et puis aussi pour des profils chefs d'entreprise ou des dirigeants, des salariés de grands groupes, comment prendre la parole efficacement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et il y a un besoin de formation, d'acculturation, parce que c'est quelque chose qui reste un peu nouveau en France. C'est beaucoup plus développé dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis, par exemple. Mais il y a beaucoup de dirigeants qui veulent prendre la parole, mais qui n'ont pas forcément de méthode pour le faire, donc ils ne savent pas de quoi parler, comment, avec quel format, etc. Parce que c'est des créateurs de contenu, mais ils n'ont pas vocation à devenir que des créateurs de contenu. Mais pour
autant, on voit que la prise de parole, elle est de plus en plus recherchée, elle a de plus en plus de pertinence et les dirigeants s'en aperçoivent. Donc une deuxième activité autour de la formation et puis une troisième activité autour de donc, la création de contenu. Et donc effectivement, tu l'as mentionné, je suis très présent sur LinkedIn. Donc j'ai une communauté aujourd'hui au moment où on tourne un petit peu plus de 26 000 abonnés, donc je suis très content. Wow. Il y a eu une grosse croissance en 2025 et comme je te disais, c'est vraiment une passion pour moi. Donc après, tu as des métriques, tu as des chiffres, mais au-delà de ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc je poste tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, un post qui décrypte une actualité ou un concept autour de la finance. Effectivement, autour de deux sujets, mon expertise de base, qui est vraiment le secteur bancaire, donc décrypter tous les mécanismes du secteur bancaire, parce que derrière, ça a un impact sur nos vies, au fait, sur notre quotidien, tous ces éléments un petit peu macro que tu mentionnais, et aussi sur l'investissement de plus en plus. J'ai une newsletter qui s'appelle Inside Banking, que je propose chaque mois où je présente les principales actualités de ce secteur-là. Et puis un podcast qui s'appelle également Inside Banking, dans lequel je reçois, comme là, des experts dans le cadre d'une discussion. Donc tous les 15 jours, j'ai une discussion avec un expert de la finance qui vient présenter son parcours. Par exemple, je reçois pas mal de dirigeants, donc on a des parcours très inspirants, des grandes carrières qui peuvent finalement donner de la valeur en expliquant ce qu'ils ont fait, le parcours qu'ils ont eu, comment ils ont gravi les échelons, les erreurs qu'ils ont pu commettre, les choses aussi qu'ils ont mis en place pour progresser. Moi, c'est quelque chose que j'aurais adoré écouter quand j'étais étudiant plus jeune. Tu vois, des hauts dirigeants qui peuvent partager dans un cadre un petit peu informel. On se tutoie, par exemple, dans le podcast, même, y compris les dirigeants de banque, je les tutoie. Donc, par exemple, j'ai reçu Daniel Ball, qui est par ailleurs très sympathique, qui est le président du Crédit Mutuel. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est pas un Q&A journalistique, c'est comme nous, c'est une discussion. Et donc, ça permet, je pense, d'instaurer, de livrer des choses qu'on n'aurait pas forcément dans une interview journalistique classique. Donc voilà, ce podcast Inside Banking, avec des profils de ce type, on parle aussi d'investissement. Et puis, en termes d'un point de vue business, je commence à développer un certain nombre de partenariats de marques dans le cadre de ce qui devient un média. C'est mon objectif, c'est vraiment de développer un média autour d'Inside Banking. Et donc, je suis notamment en partenariat avec Saxo Bank, qui est mon courtier que j'utilise pour mon compte titre et mon PEA. Donc, c'est pour ça qu'on est partenaires ensemble. Parce que dans tous les partenariats que j'essaie de faire, je mets du skin in the game, comme on dit. Je suis concrètement client des solutions que je peux promouvoir. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est pas le cas de tous les influenceurs qui font ce genre de choses. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et en 2026, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai lancé YouTube. Initialement, c'était un podcast uniquement audio, donc sur Spotify, Apple Podcasts, ce genre de plateforme. Et depuis janvier 2026, dispo sur YouTube. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à aller me voir sur YouTube. Si vous voulez voir mes beaux invités, vous allez voir, il y a du lourd et ça va continuer dans les prochains mois. Je n'en dis pas trop, mais je vais continuer à recevoir des gens assez inspirants, des gros profils. Et moi, en tout cas, je vais prendre énormément de plaisir à tourner avec eux parce qu'au-delà de la valeur que j'apporte aux auditeurs, c'est aussi le podcast, si tu le sais, un super moyen de rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément l'occasion de rencontrer dans ta vie du quotidien de tous les jours. Et c'est aussi un super outil à ce titre-là. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lancé un podcast. Moi, le grand timide, Richard très timide qui n'osait pas prendre la parole en cours, j'ai un podcast comme quoi tout est possible. Trop bien, mais en tout cas, tu vas nous lâcher plein d'infos, donc ça va susciter forcément plein de questions. Je sais même plus par où partir. Vas-y. Parce que, en fait, c'est ton expérience, elle est super riche. Ce qui est sûr, c'est que je te confirme que tu as un super podcast avec des super invités. Franchement, bravo à toi parce que c'est des grosses têtes d'affiche, des gens qui sont très reconnus et, comme tu dis, qui ont un super parcours. Un petit peu technique, tu vois, pour le petit random. Trop technique, c'est ça. Le petit random que je suis. C'est vrai que des fois, faut que je m'accroche. Mais à la fois, c'est hyper bien parce que des fois, tu as des épisodes où tu as peut-être un peu plus de connaissances, de background, donc tu accroches bien. Et puis, tu en as d'autres qui te challenge, où tu te dis, OK, ils ont parlé de ça, je connaissais pas du tout. Donc, ça t'évoque un sujet que tu connaissais pas. Potentiellement, si tu es un peu curieux, ça va te pousser à aller faire des recherches ou à creuser un peu plus un sujet, justement, pour le niveler un peu mieux. Et donc, parfois, effectivement, c'est moins accessible. Donc, aujourd'hui, on dirait pas comme ça, mais je me mets en danger parce que je vais peut-être avoir des gouttes sur les termes techniques. T'en as lâché quelques-uns dans l'intro, tu vois, Big Four, etc. Ça me parle pas beaucoup, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de s'intéresser à tout ce qui est la banque de manière générale, les mécanismes. Et pareil, tes posts sur LinkedIn, j'apprends plein de choses. Et en fait, à un moment ou à un autre, toute cette connaissance
même macro, va servir, je pense, dans sa vie d'investisseur, dans sa vie de businessman, ou même d'ailleurs, etc. quoi. Bah écoute, je serais ravi si ça t'est utile. En tout cas, moi, c'est un positionnement assumé sur le podcast. Donc, c'est que des sujets finance, évidemment. Alors, il s'appelle Inside Banking, mais je ne reçois pas forcément que des banquiers, mais c'est autour de cet écosystème-là. Mais l'idée, néanmoins, c'est quand même faire de la pédagogie. Donc, oui, on rentre dans des sujets détaillés. En revanche, on essaie quand même d'expliquer au maximum avec les invités. Et avec le format YouTube, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai lancé YouTube. C'est un petit peu plus simple, parce que quand tu es en audio, tu peux pas mettre de descriptif, ce genre de choses. Donc là, sur YouTube, je mets des descriptifs sur certains termes techniques, ce genre de choses. Donc quand tu regardes, c'est un petit peu plus simple de se repérer. Mais effectivement, ça fait écho à un sujet que je voulais évoquer dans ce podcast, c'est la culture financière des Français qui est extrêmement faible, malheureusement. Alors, on voit qu'il y a un vrai mouvement, ça s'améliore. Alors, par plusieurs leviers. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la situation économique du pays qui fait que pour un certain nombre, et là je ne veux pas te faire des déclarations politiques, mais quand on regarde certains systèmes, notamment le système de retraite, on voit bien que mathématiquement, c'est pas viable. Donc ça, c'est pas une critique du gouvernement actuel, mais aucun gouvernement n'a réussi à le réformer depuis 30 ans et on voit bien que ça fonctionne pas. Et donc, les gens ont conscience qu'ils doivent prendre en main un certain nombre de choses et notamment leurs finances personnelles. Donc, je pense qu'il y a ce point-là. Il y a aussi de plus en plus de créateurs de contenu, comme toi et moi, qui œuvrent en ce sens. Alors, sur la création de contenu, bien sûr, il y a toujours des choses un petit peu bizarres sur les réseaux. Et je les condamne, mais néanmoins, il y a de plus en plus de contenu de grande qualité, ce qu'on appelle les finfluenceurs, donc des influenceurs finance comme moi, qui prennent la parole sur ces sujets. Prendre la parole sur ces sujets, c'est une responsabilité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a d'ailleurs des certifications qui existent. Donc, moi, je veux mettre en avant notamment la certification AMF RPP, moi que j'ai passée par exemple. Et je pense que c'est que le début de ce mouvement-là. Il y a besoin aussi d'encadrement, à mon sens, sur ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est quand même des acteurs qui permettent de donner aujourd'hui un contenu qui, il y a 10 ans, n'était juste pas accessible à une personne lambda et de manière complètement gratuite. Et c'est ça la vraie différence. Et donc, il y a de plus en plus de contenu, les gens ont de plus en plus conscience qu'ils doivent le faire. Et en plus, il y a de plus en plus de services aujourd'hui en ligne qui permettent de le faire à bas coût, de manière facile, sur des interfaces utilisateurs faciles. Donc, vraiment de passer à l'action. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'alignement des planètes. Je pense que le mouvement est lancé. Quand on regarde les statistiques dans l'investissement, les dernières statistiques de l'AMF, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent, même si on part d'un point bas, évidemment. Il y a de plus en plus de jeunes, notamment, qui investissent. En particulier donc dans certains produits, notamment les ETF, qui est une vraie mode aujourd'hui pour faire de la diversification, parce que ça permet d'acheter directement un panier d'actions et d'être directement diversifié plutôt que d'acheter des actions individuelles. Donc il y a une vraie tendance autour de ça, et moi mon ambition c'est d'y contribuer en apportant du contenu éducatif, pédagogique, pour donner des outils aux gens pour décider. Tu disais au début de l'épisode qu'on ne fait pas de conseils en investissement, parce qu'on ne donne pas de conseils personnalisés par définition. En revanche, mon ambition, c'est de donner des clés de lecture à des gens sur des sujets pour pouvoir comprendre les enjeux et derrière prendre les décisions qui sont les meilleures pour eux. Mais je pense qu'il y a un énorme travail encore à faire, justement d'acculturation sur ces sujets-là, parce qu'encore une fois, on part d'un point bas. Et donc, si tu n'as pas les bonnes informations, si tu n'as pas les codes, si tu ne comprends pas les produits, si tu ne comprends pas les enveloppes, par définition, tu ne peux pas passer à l'action de manière efficace. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc justement, mes premières questions, c'est peut-être un peu de comprendre de manière un peu plus large tout ce milieu. Déjà, tu vois, moi, je ne fais pas forcément la bonne distinction entre le milieu de la banque et de la finance. Pour toi, comment tu le dissocies, toi qui as l'habitude de côtoyer les gros établissements? Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence vraiment majeure? Alors, la finance, c'est très large. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais dans mon parcours, j'ai fait un parcours économique. Donc, j'ai fait une licence et un master en économie. Et puis, je me suis spécialisé justement en master en finance. Et pour moi, je ne me voyais pas travailler ailleurs que dans une banque. Tu vois, quand j'ai commencé à prendre cet embranchement finance en L3, je savais en fait que je voulais travailler en banque. Donc finalement, j'ai travaillé pour des prestataires de services qui sont des cabinets de consulting pour les banques. J'ai pas travaillé directement en banque jusque-là, mais moi je voulais travailler pour ça parce que pour moi la finance c'était les banques. Bon, évidemment, je me suis rendu compte que la finance n'est pas que les banques au fur et à mesure. Donc tu as différents types d'acteurs. Bien sûr, il y a les banques en tant que telles. Déjà, rien que la banque, c'est assez complexe parce que on parlait d'éducation financière, il y a beaucoup de Français qui pensent encore que la banque, c'est la banque au coin de la rue et c'est fini. Évidemment, c'est pas juste ça. Aujourd'hui, on a une chance et je pense que c'est une vraie fierté d'un point de vue économique d'avoir des grands acteurs industriels français, des grandes banques qui sont multi-activités. Par exemple, des banques comme Crédit Agricole, BNP Paribas, le groupe BPCE ou Société Générale ou d'autres. On appelle ça banque, mais en réalité, ils font de l'assurance. À l'intérieur de la banque, ils font des activités dites de banque de détail. Donc ça, c'est vraiment l'agence au coin de la rue.
À l'intérieur de la banque de détail, tu as différents niveaux de gamme. Tu vas avoir la banque de détail classique, tu vas avoir de la banque privée, par exemple, tu vas avoir d'autres produits pour une autre cible de clientèle. C'est aussi des banques qui sont très présentes en France et à l'international sur de la banque d'investissement. Donc là, ça va être accompagné, par exemple, des gros corporates dans leurs enjeux de financement, par exemple du financement à l'international, des émissions obligataires, etc. Donc rien que les banques, c'est déjà des acteurs où il y a plein d'activités à l'intérieur. Et puis après, tu as tout un tas d'acteurs qui gravitent autour. Aujourd'hui, les banques sont extrêmement réglementées, contrairement à ceux que certains pensent. Donc il y a aussi, fort de cette réglementation-là, qui les a limitées sur certains aspects, notamment avec des exigences de fonds propres importantes, d'autres acteurs un peu alternatifs qui se sont développés de plusieurs natures. Tu as tout ce qui va être les fonds d'investissement, ce genre de choses qui ont beaucoup moins de régulation, qui sont très importants dans la partie investissement. Et puis, tu as aussi des acteurs, là sur la partie digitalisation, qui sont fortement développés depuis 5 ans, 10 ans. Donc des acteurs pure player, on parle souvent des acteurs comme Revolut, N26, donc des gens qui ne sont pas des banques, réglementairement parlant. Uniquement en ligne, c'est ça? Exactement. Donc, ce n'est pas des banques à la base, réglementairement parlant. Alors, beaucoup sont en train de devenir des banques, c'est-à-dire en termes de réglementation des établissements de crédit, parce que c'est ça qui te donne, c'est cette licence-là qui te permet de vraiment distribuer du crédit, parce que la banque, le business model de la banque, à la base, c'est bien ça, c'est de collecter des dépôts et de transformer, ce qu'on appelle la transformation bancaire, ça, en crédit. Et ça, c'est quelque chose de très difficile et risqué, mais c'est le cœur du business model d'une banque. Et donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui attaquent ces sujets-là. À la base, c'était des acteurs très ciblés sur des cartes de bancaires, du paiement, puis de l'investissement. Et de plus en plus, c'est des acteurs qui proposent au fur et à mesure toute la palette de services d'une banque. Quand on regarde un acteur aujourd'hui comme Revolut, c'est un acteur qui a des licences d'établissement de crédit, enfin qui a une licence d'établissement de crédit en Europe, en Lituanie en l'occurrence, et qui commence à sortir tout un tas de produits qui ressemblent en miroir à ce que fait une banque qui sont en train de travailler sur le crédit, par exemple. Et donc, on voit que on passe d'un environnement où la banque avait un rôle très important, où maintenant elle est de plus en plus challengée, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a des fintechs sur absolument tous les sujets. Par exemple, j'ai reçu récemment dans le podcast le patron de Goodvest, qui est un acteur vert sur l'assurance vie. Donc sur le sujet de l'investissement, tu as plein d'acteurs en ligne exactement. J'ai mentionné Saxo Bank par exemple sur l'investissement au début. Et donc voilà, tu as vraiment une multiplicité d'acteurs qui font que ça devient compliqué et ça renforce, je pense, l'enjeu pour les gens de bien comprendre et de savoir quels sont les critères pour bien sélectionner les partenaires qu'ils veulent avoir. Donc finalement, pour résumer, Banque Finance, on n'est pas obligé de le dissocier puisque ça s'entrecroise. C'est un écosystème complexe et diversifié où la banque, à un moment, elle traite de sujets financiers et de la finance au global. D'ailleurs, je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est tu as des néobanques qui, justement, ont un business model, j'ai l'impression, différent. Et pourquoi alors ces banques-là, sachant que tu nous dis que sur des banques traditionnelles, le cœur du métier, c'est plutôt du crédit pour récupérer potentiellement des fonds et puis se nourrir de ça, je suppose. Ça doit être assez fructueux, malgré le fait qu'on dise que parfois les banques ne se nourrissent pas du crédit. Mais pourquoi, du coup, les néobanques n'ont pas attaqué par ce prisme-là, alors, dans leur business model? Parce que pour distribuer du crédit, c'est un métier extrêmement complexe. Déjà, quand on pense crédit, on pense, OK, moi, je vais aller à mon agence bancaire, je vais demander un crédit, on va regarder mon dossier, on va me le donner ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'octroi de crédit. Donc c'est la base, c'est la brique de base. Mais en fait, le crédit, c'est pas du tout que ça. Tu as l'octroi, déjà, qui est un sujet en soi, à qui je veux octroyer. Derrière, tu as des équipes qui travaillent. Maintenant, les banques ont automatisé une grande partie des processus d'octroi. Donc, tu as des scores qui tournent, ce genre de choses, pour déterminer à quel client on peut donner. Et ensuite, tu as la gestion de ces crédits-là. Une fois que tu as distribué un crédit, admettons, moi, je vais à ma banque, je demande un crédit de 100 000 €. On me dit, OK, vous avez un bon profil, on vous donne ce crédit-là. Tu as toute la vie du crédit derrière. Peut-être je vais avoir des problèmes dans la vie de ce crédit-là. Je ne vais pas rembourser peut-être à un moment donné. Donc là, il va y avoir du travail pour comprendre, éventuellement restructurer la dette, suspendre. Tu peux passer à la fin en recouvrement si vraiment je ne paye pas, etc. La banque peut même venir saisir ton bien en fonction des garanties qui sont prises. Et tout ça, en fait, c'est un travail, c'est un suivi. Et tu as des obligations réglementaires derrière. Pour distribuer du crédit, il faut des fonds propres en face. Et en fonction de ton portefeuille de crédit, donc ce qu'on va appeler les sains et les défauts pour simplifier. Donc les défauts, c'est quelqu'un qui ne paye pas pendant 3 mois, enfin au moins 3 mois. Tu as des exigences de fonds propres. Donc tu dois mettre des fonds propres en face. Donc tout ça, ça a un coût. Et donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc c'est un métier qui est déjà complexe. Enfin, c'est plusieurs métiers en réalité. Et puis, c'est un agrément. Il faut une licence pour distribuer du crédit. Donc, c'est ce qu'on appelle établissement de crédit en France. Et en fait, pour avoir une licence comme ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est impossible d'être un nouvel acteur et de venir et de demander directement une licence de crédit. La plupart passent par des licences intermédiaires, notamment autour du paiement, pour avoir des premiers services de gestion de compte, distribution de cartes, ce genre de choses. Et ensuite, demandent des licences d'établissement de crédit.
Parce que, comme je te disais, c'est beaucoup plus complexe. C'est consommateur de fonds propres, donc ça veut dire qu'il faut des moyens, il faut de l'expertise, il faut de l'ancienneté. Et ensuite, le régulateur aussi a à cœur d'avoir des acteurs pérennes pour distribuer ça. Parce que quand tu distribues un crédit immobilier, ça t'engage sur 20-25 ans. Donc, il faut que tu aies une forme de, non pas une certitude, mais une certaine assurance que l'acteur est crédible et va durer dans le temps pour suivre ce portefeuille de crédit-là. Ouais, en fait, il y a des vraies barrières à l'entrée. Du coup, il y a des barrières réglementaires, il y a des barrières de compétences et d'expertise. Tu vois qu'une banque comme Revolut aujourd'hui, donc qui est maintenant une banque, ça fait pas mal de temps qu'ils en parlent, ils n'ont toujours pas sorti l'offre de crédit. C'est pas pour rien. Ouais, bien sûr. Alors qu'ils sont excellents, ils ont des très bons services, ils l'ont toujours pas fait. Donc ça te montre bien que c'est un métier complexe derrière, avec une gestion de risque qui est vraiment, encore une fois, l'expertise de la banque. Et le dernier point aussi que j'ai pas dit, c'est que ça nécessite des dépôts. Parce qu'en fait, cette transformation bancaire, comment on a le crédit, c'est la transformation des dépôts. Et donc, tu as besoin d'une masse critique aussi pour avoir suffisamment de dépôts pour pouvoir octroyer en face ces crédits-là. Ah, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, tu en parles souvent dans tes épisodes, un peu de la multi-bancarisation quand toi, tu es particulier. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'il y a plein de points qui convergent sur les différentes banques. Tu vois que sur le PEA, sur les assurances vie, voilà, il y a plein de choses qui se font de manière un peu pas similaire, mais voilà, ils attaquent tous ces sujets-là. Par contre, comme tu dis, il y a des sujets où je pense que chacun a sa chasse gardée. Donc, on comprend que les néobanques, c'est pas tout de suite qu'ils vont se mettre à faire du crédit. Or, ça reste quand même... C'est en cours. En tant que particulier, voilà, une chose assez importante. Mais voilà, je pense que leur business model, c'est plus justement attirer des fonds via des cartes hyper intéressantes. Tout à fait. Via peut-être des systèmes qui sont moins... user-friendly dans les banques traditionnelles, je pense notamment au plan d'épargne action, les choses comme ça, où tu as plus de sympathie, on va dire, à le faire via ton téléphone portable, via les néo-acteurs, on va dire. Tout à fait. Bon, après, les banques sont largement améliorées quand même sur la digitalisation. Alors, en lien avec la pression concurrentielle, faut être clair, je pense que c'est des acteurs économiques rationnels, ils réagissent, ils voient qu'il y a une concurrence croissante, donc ils réagissent. Donc, il y a quand même un énorme mouvement, même si... Voilà, certains partent de loin et aussi c'est pas les mêmes coûts de développement et délais. Quand tu es une grande banque qui existe depuis des dizaines voire des centaines d'années, avec des SI qui sont un petit peu vieillissants, ce genre de choses, c'est beaucoup plus dur effectivement de très rapidement se mettre sur des choses très digitales, etc. Mais il y a quand même un énorme effort qui est fait par les banques françaises. Donc, SI, services informatiques, ça c'est exactement. Donc l'infra IT, au fait, voilà, quand tu es un Revolut, nativement, vu leur date de création, ils sont allés sur des solutions cloud, sur ce genre de choses très agiles, ce qui n'était pas du tout le cas d'acteurs bancaires traditionnels. Et puis, il y a un autre point que m'évoque ta réponse, c'est que moi, j'entends beaucoup de critiques, et parfois à juste titre, sur les banques, sur les frais, sur ce genre de choses. Mais comme tu l'as souligné, il faut quand même pas oublier que quand aujourd'hui, et ça va évoluer à l'avenir, si tu veux avoir un service complet pour tous tes besoins du quotidien, et notamment sur le crédit, on sait que l'immobilier est extrêmement important en France. Aujourd'hui, tu as quand même les grandes banques françaises qui sont là, qui distribuent du crédit de qualité à des taux assez faibles quand tu regardes par rapport à l'Europe, à des taux fixes qui sont renégociables. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu bloques ton taux quand tu commences la relation et en plus, tu peux le renégocier dans la relation et ce pendant 20 à 25 ans. Donc, c'est quand même un avantage qui est énorme et avec des niveaux de service qui sont quand même très bons. Il y a des choses qui sont critiquables, bien sûr, mais moi, j'aime pas les gens qui opposent et qui vont dire les banques, c'est pas bien, les nouveaux acteurs, c'est top. Il y a du bon dans les deux, il y a de l'évolution dans les deux. Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance d'être en France avec un système bancaire aussi résilient et des banques de cette qualité. Je suis d'accord avec toi, je pense que la concurrence va aussi tirer tout le monde vers le haut finalement, parce que chacun va... Il va y avoir un tri qui va être se fait aussi. Challenger, voilà, ils vont devoir abandonner peut-être des activités moins lucratives, comme dans tous les domaines, que ce soit la téléphonie, le transport aérien, voilà, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui ont chamboulé un peu la façon de faire, et finalement, je pense que c'est pas plus mal pour le consommateur final. On verra qui est le Ryanair de la banque. On va pas citer de nom, on va pas se risquer à ça. Juste pour revenir au métier, moi, il y a un truc aussi que je comprends pas trop en termes de jargon, c'est quand on dit le front office, middle office, back office, c'est quoi? C'est plutôt en rapport aux gens qu'on a en face de soi, c'est compartimenté comment ça? Ouais, ça fait écho avec l'organisation que je t'ai dit, ça dépend entre banque de détail ou la banque d'investissement par exemple, mais globalement le front office t'es en face du client, donc on parle, alors souvent les gens parlent de traders, ce genre de choses, donc ça par exemple pour la banque d'investissement c'est du front office, les gens en agence sur la partie retail, même si c'est des métiers qui n'ont rien à voir, et puis après middle et back office c'est plutôt des fonctions internes qui sont importantes. Par exemple moi dans ma fonction de consultant je travaille beaucoup avec autour de sujets autour de la data, autour de l'innovation, autour de la gestion des risques par exemple, donc ça c'est des fonctions effectivement internes. Donc
as le sujet qui n'est pas en contact avec le client, mais il faut savoir que sur les groupes bancaires, tu as une énorme partie des gens qui ne sont pas en contact avec le client, justement, qui sont soit en middle, soit en back-office. Back-office étant plutôt les traitements qui sont en train d'être automatisés aussi de plus en plus avec l'IA. On pourra y revenir si tu le souhaites. Mais c'est des fonctions qui sont très importantes, notamment sur la partie risque ou finance. Par exemple, une banque, tout le pilotage financier, il y a énormément de gens qui bossent dans une direction financière. Avec des enjeux réglementaires forts, comme je te le disais, parce que la Banque centrale supervise les principales banques françaises. Il y a beaucoup de reporting qui sont à produire, d'échanges avec le superviseur, de pilotage du superviseur. Donc, tu as tout un tas de gens qui s'occupent de ça. Ouais, c'est pas aussi simple qu'on croit. Il n'y a pas une signature, un appui-bouton et puis c'est envoyé. Je suppose un certain nombre de vérifications et de qualité si on veut garder les fameux certifs et agrégations diverses. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui nous écoutent, que ce soit toi du côté de LinkedIn, je pense que tu as une belle communauté, et des étudiants qui se posent des questions pendant qu'on est encore sur les différents métiers et sur l'orga des banques. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou plusieurs métiers qui aujourd'hui peut-être sont sous-cotés ou en tout cas pour toi ont vraiment de l'avenir sur lequel il faut se pencher? Alors évidemment, je vais parler de l'IA, pas pour sous-côté, mais pour l'avenir. Je pense que je vais surprendre personne, mais moi je le vois dans mon quotidien, chez mes clients, l'IA est en train d'arriver partout. Alors, il y a déjà des choses qui sont en production, mais je pense qu'il y a un enjeu en 2026 et dans les prochaines années de vraiment passer à l'échelle. C'est-à-dire de passer d'une phase où il y a des initiatives un peu partout à vraiment passer une phase de déploiement à l'échelle dans les organisations. Donc les banques travaillent sur ça. Ça va avoir des impacts massifs sur les carrières, très clairement. Et donc, tous les jobs qui sont en lien avec ça, forcément de l'avenir. C'est pas que des jobs de développeurs ou de data engineer ou que sais-je. Tu as aussi tout ce qui est sur l'encadrement réglementaire, par exemple, de ces enjeux-là, les enjeux de gouvernance et d'acculturation, parce que quand tu mets en place une technologie comme ça, c'est pas juste de la tech. Bien sûr, c'est important, c'est la base, mais tu as aussi l'accompagnement au changement. Par exemple, c'est ce que je fais pour des clients dans le cadre de projets de transformation. Tu n'as pas que le sujet de fond. Tu as aussi comment on transforme les processus, on transforme la documentation, comment on change les usages des gens. Je rigole parce qu'il ne faut pas juste jeter la bombe et puis débrouiller. Exactement. Quand tu travailles dans une banque avec 200 000 personnes, c'est pas juste en mettant en ligne une solution IA, tu te dis ça marche, c'est bon les gars, que ça va fonctionner. Ça marche évidemment pas du tout comme ça. Donc, tu as un énorme enjeu. Donc, tous les jobs en fait, qui vont tourner autour de ça. Je pense que c'est un gros sujet. Et puis après, tu parlais des métiers sous-cotés. Justement, les métiers autour de la gestion des risques, par exemple, ce genre de choses, c'est pas forcément les choses les plus sexy, même si moi, ça m'intéresse. Mais tu vois, on parle souvent des traders, ce genre de choses. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, bien sûr, mais c'est pas les mêmes profils. Mais tu as aussi pas mal de fonctions internes où il y a de l'avenir parce que déjà, il y aura toujours des enjeux de gestion des risques dans une banque, de risque de taux, de risque de crédit, de risque de marché. Et en plus, la transformation du business model des banques, aller vers le digital, mettre de l'IA un petit peu partout, des transformations organisationnelles qui sont en train de se dérouler, qui vont être massives, ça crée de l'incertitude. Et donc, tous les profils qui seront capables de s'adapter à ça, d'accompagner ces changements-là, ont de l'avenir à mon sens. Donc, bien prendre en compte, mais comme la plupart des métiers, l'IA plus que jamais. Si vous avez l'occasion de vous former via des MOOC sur Internet, sur YouTube, tout ce que vous voulez, mais aussi dans vos cursus certifiants de master, etc., n'hésitez pas à aller chercher des modules IA. Et je pense que les écoles jouent de plus en plus le jeu, d'ailleurs, avec des intervenants extérieurs vraiment spécialisés. Mais oui, de toute façon, ça va révolutionner la plupart des métiers. Et après, peut-être, comme tu dis, les métiers dits moins sexy, qui pour autant ont des vrais enjeux dans les banques. Et donc, je suppose aussi que quand on vient se spécialiser, spécifier dans ces métiers-là, on a toutes les chances d'avoir un bon revenu. Tout à fait. Sur l'IA, j'en profite pour faire... Il n'y a pas de placement de produit, c'est complètement gratuit. Je fais la pub pour Natacha Njongwa, parce que c'est une très bonne amie qui est créatrice de contenu et qui fait des formations en data science, justement. Cool. Donc voilà, vous pouvez regarder, on pourra mettre ça en description si tu le veux bien. Natacha Njongwa sur LinkedIn, vous allez trouver. Tu fais bien nous le dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets et d'acteurs sur l'IA, mais c'est vrai que... Je peux garantir que c'est un acteur de qualité. Tu vois un peu tout et rien, c'est vrai que de trouver... Et puis après, l'IA, ça se démultiplie encore une fois à plein de sujets. C'est un terme assez large et selon... l'endroit où tu travailles, il faut trouver la bonne personne par rapport à ta niche. Pour reprendre un peu du recul sur tout ce qui est macro, finalement, qu'est-ce que tu dirais aux petits randoms comme moi qui s'attaquent à la macroéconomie, à l'univers de la banque et de la finance? Quelles sont pour toi les notions, alors c'est pas facile en une question, je te l'accorde, mais quelles sont pour toi les notions abordées? Quel angle je pourrais prendre pour amorcer un peu mes connaissances? Pour te former? Ouais.
Suivre des créateurs sur LinkedIn. Ouais, déjà, ça me répond. bonne réponse. Non, la question est vaste, mais dans le cadre de tes investissements, par exemple? Ouais, ou même en macroéconomie, d'après toi, c'est plutôt justement tout ce qui est macro, inflation, etc., qu'il faut appréhender avant. Est-ce qu'on n'en a pas forcément besoin et on peut partir plutôt sur de la théorie d'investissement pur et dur, qui est peut-être plus abordable au début? Moi, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est... alors, on est en France, tu vois la situation telle qu'elle est. Alors, moi, je suis un éternel optimiste, donc... je vais le dire ici, je reste optimiste pour le pays. Voilà. Moi, je viens de créer mon entreprise, donc c'est que j'y crois. Néanmoins, il y a quand même des facteurs négatifs très importants aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe en termes de fiscalité, en termes de politique économique, en termes de là où on va sur les sujets de dette, déficit public, pour prendre les bonnes décisions pour soi. Et les bonnes décisions pour soi, c'est pas forcément de partir. En tout cas, je l'espère pas. Moi, je veux rester, je veux que ça fonctionne. Mais en tout cas, prendre des décisions éclairées et comprendre les conséquences que ça va avoir. Et par rapport à ça, il faut comprendre la politique économique, ce qui se passe, les enjeux de dette, déficit public, etc. Ça, je pense, c'est très important. Donc ça, sur la partie politique économique. Et puis aussi l'impact de la politique monétaire. Comprendre le lien, qu'est-ce qui se passe quand la Banque centrale augmente les taux, quel impact ça a sur les marchés. Et puis surtout, se former sur, avant d'investir, parce que tu parles d'investissement, bien se former sur les enveloppes, les produits, et ne pas, c'est un conseil de base, mais ne pas investir sur quelque chose que tu ne comprends pas. Moi, il y a des choses que je ne comprenais pas ou je ne comprends toujours pas, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Peut-être je vais louper une opportunité, mais c'est pas grave. Je préfère louper une opportunité plutôt qu'aller sur un truc que je ne comprends pas, et après, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Et après, moi, le meilleur conseil que j'ai reçu beaucoup de gens... dans le podcast autour de ces sujets, sur l'investissement, c'est de commencer en fait, c'est de faire le premier pas et d'apprendre en marchant avec des petits montants, commencer tout petit. Tu peux aujourd'hui, on parlait d'acteurs numériques, tu peux avec eux commencer avec 50, 100 euros et y aller. Bien sûr, tu vas pas gagner beaucoup d'argent avec ça, mais c'est pas le sujet. C'est de te former en faisant. En apprenant, en faisant potentiellement des erreurs, mais en le faisant au fur et à mesure, et c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Tu vas voir que quand la Banque centrale fait une annonce, peut-être ça a impacté mon portefeuille. Tu vas voir que quand Donald Trump prend la parole pour parler d'un secteur ou d'un sujet, ça a peut-être impacté le cours des actions US. Et tu vas essayer de comprendre ces mécanismes-là. Je suis d'accord avec toi, je trouve que le fait de, comme tu dis, même d'être petit, mais de créer son propre chemin, ses propres affinités. Il y a des domaines où on va être plus à l'aise que d'autres aussi. On commence pas tous par la bourse, il y en a qui commencent par la crypto, il y en a qui commencent par l'immobilier. Et finalement, ça te permet, par rapport, encore une fois, à ton profil, notamment de risque, d'aller voir où tu préfères évoluer, quoi. Et puis peut-être que tu feras tout, moyennisant, peut-être que tu iras à fond dans un autre truc. Mais formez-vous avant de le faire et allez-y au fur et à mesure. Je pense que moi, c'est la manière en tout cas dont je fonctionne même dans mon travail. J'essaie de travailler de manière séquentielle et de faire ce que je sais faire au fur et à mesure et d'apprendre ce que je sais pas faire, bien sûr. Mais j'essaie pas de tout lancer en même temps et de rien maîtriser. Je pense qu'il vaut mieux bien faire quelques éléments, s'y tenir et le faire au fur et à mesure plutôt qu'essayer de vouloir tout faire. Par exemple, sur l'investissement, moi, je prône plutôt le long terme. Donc investir dans ce que tu connais à long terme, à l'inverse d'essayer de faire un petit peu n'importe quoi en faisant du stock picking à court terme. Voilà, c'est pas ce en quoi je crois, parce que j'aime bien aussi dormir tranquillement la nuit, tu vois. Et j'ai pas envie de me réveiller en pensant il y a ça, faut que je fasse ça, il s'est passé ça, ou peut-être je pourrais faire ça. Non. Je pense que voilà, c'est une manière d'aborder la chose pour se tranquilliser et pour se former au fur et à mesure. Et faut être conscient de ce qu'on sait, aussi de ce qu'on ne sait pas, et puis essayer de s'améliorer. Moi, j'aime bien la théorie du 1%. 1% meilleur tous les jours. Tu vois, tu vas pas passer de 0 à 100 en investissement du jour au lendemain. Par contre, sur plusieurs mois ou plusieurs années, tu peux passer de 0 à 100, en fait, en le faisant de manière méthodique. Je suis d'accord avec toi, la stratégie des petits pas, elle est hyper importante. Il ne faut pas mettre un gros billet tout de suite, sinon ça s'apparente plus à du casino, et ça, faut... À vos risques et périls. Il faut être prêt à le perdre, et c'est pas du tout la même dimension, mais l'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et au fur et à mesure, on apprend plus facilement. Justement, moi j'avais une petite question. Si on voulait se demander quel était le plus grand risque financier pour un particulier aujourd'hui, entre l'ignorance, la dette ou la mauvaise information, du coup, tu partirais plutôt sur quoi? Question difficile. Tu as 10 minutes. Bon, je vais parler rapidement, je vais parler des fake news parce que je te parlais de l'impact positif des influenceurs ou des créateurs de contenu, ça dépend du terme qu'on veut utiliser. Je vois aussi beaucoup de choses qui sont pas bien. Voilà. Je pense que dans l'acculturation financière, c'est important d'avoir en tête des red flags qu'il faut avoir. Moi, j'ai fait d'ailleurs une série de posts sur
comment détecter au fait des arnaques, tout simplement. J'ai même écrit un article dans les Échos là-dessus parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, il y a vraiment des pures arnaques, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de vous escroquer votre argent, et puis des gens qui vont présenter des offres comme legit, mais en fait qui ne le sont pas. Et typiquement, si on vous promet un rendement garanti élevé, pourquoi pas mensuel, sans risque, c'est impossible. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais, il ne faut pas y aller. Donc, il y a des choses comme ça où il faut être très vigilant, et moi, j'en veux, entre guillemets, à ces gens-là parce qu'ils décrédibilisent au fait le travail de créateurs de qualité. Et donc, c'est important d'arriver à distinguer ce qui relève du bien et du pas bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en plus, il y a des gens qu'on arrive à avoir une grosse audience en faisant ça. Je ne sais pas comment ils font. Ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'il y a des clients potentiellement. Je pense que c'est la vente du rêve un peu et de ce qui est autour. Tu voilà, mais il faut toujours avoir un esprit critique. C'est un peu, on parlait de l'IA, c'est pareil. C'est un peu la même chose que si tu mets dans les pattes de quelqu'un qui n'est pas formé ChatGPT en lui disant utilise ça et ne réfléchis plus, ça va pas fonctionner évidemment. Mais le problème, c'est pas l'outil, c'est la manière de l'utiliser. C'est pareil pour le contenu en ligne. Il faut être capable d'avoir un regard critique sur ce qu'on vous propose pour pouvoir l'utiliser tel qu'il est. Et le problème n'est pas la création de contenu, mais la manière dont on l'a appréhendé. Après, il y a le rôle aussi des autorités de supervision. Je pense et j'espère que ça va se durcir parce qu'on voit trop de choses on voit trop de dérives tout simplement. Mais donc ça, je pense que voilà, c'est un vrai sujet. Bien s'informer. Il y a beaucoup de contenu, c'est pas forcément évident. Je pense que les livres aussi sont sous-cotés. Il y a des livres de qualité qu'on peut regarder et aussi diversifier ses sources d'information. C'est-à-dire, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias en ligne et puis après lire un livre, tu vois, de manière posée. Prendre le temps. On parlait du long terme, du temps long. Prendre le temps d'être hors ligne sur un livre papier, de regarder, de comprendre, de surligner des trucs, d'écrire des trucs, de raturer, etc. Ça te permet aussi, en tout cas moi, ça me permet de mieux apprendre. Donc l'ignorance le plus dangereux, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est toujours avoir cet esprit critique, essayer de remettre, pas de façon perpétuelle, mais souvent en contradiction les choses, et en fait ça va apporter de la curiosité, de vérifier des infos, et donc d'accumuler de nouvelles connaissances pour après être un peu plus challengeant, on va dire. Ce que je dis souvent là-dessus, c'est si ça vous semble trop beau, c'est trop beau. Voilà, c'est simple en fait, mais c'est le cas en fait. C'est pas faux. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a l'IA forcément qui va venir bouleverser les choses. Moi, j'aimerais bien qu'on se pose et te poser la question finalement. Est-ce que d'après toi, en 20 ans, la banque d'il y a 20 ans, aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup mieux ? Est-ce qu'à l'inverse, on a perdu des choses sur lesquelles tu aimerais bien revenir ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors moi, je ne suis pas nostalgique, donc je ne crois pas où c'était mieux avant. Bon, même si sur certains points, c'est sûrement vrai. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être en 2026. Quand je vois le développement technologique des récentes années, enfin, tu vois, ChatGPT, ça a quoi, 3 ans, 4 ans, même pas. Le développement, il est hallucinant, tout simplement. Donc moi, je suis très impatient de voir ce que tout ça nous réserve. Non, je pense qu'il y a une amélioration. Je pense en termes d'accessibilité, en termes de transparence, c'est aussi un point sur lequel les banques ont fait des efforts, même si c'est pas parfait, bien sûr, on n'est pas au bout du chemin. Mais aujourd'hui, tu peux accéder à des choses avec beaucoup plus de transparence, beaucoup moins de frais. Il y a beaucoup plus de solutions pour les particuliers. Tu as beaucoup de choses, par exemple, on peut parler de private equity, qui n'étaient pas accessibles à des particuliers, qui étaient que accessibles à des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des entreprises, des assureurs, ce genre de choses, aujourd'hui, qui sont accessibles. Donc ça complexifie aussi parce que du coup, tu as de plus en plus d'informations et d'outils à ta disposition. Et on revient sur l'enjeu de te former pour bien comprendre. Mais tu n'as jamais eu autant de solutions, tu n'as jamais eu autant de concurrence. Aujourd'hui, pour avoir un crédit immobilier, tu n'as jamais eu autant de choix. Donc c'est un énorme atout, il faut l'utiliser. Voilà, moi je reste optimiste. Je vais avoir un enfant dans pas longtemps, donc j'espère que le monde va continuer à s'améliorer. Merci. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, à la fois en tant que collaborateur, c'est très excitant de travailler dans le secteur financier aujourd'hui. Enfin, moi c'est ma passion. Et en tant que client, voilà, il n'y a jamais eu autant de services de qualité accessibles, donc franchement, il faut y aller. Trop bien, je te rejoins sur ce côté optimiste. Et donc, du coup, ma prochaine question, je vais éviter d'être trop dystopique à l'inverse d'imaginer un futur malsain et pauvre. Je suis trop optimiste, c'est ça ? Comment ? Je suis trop optimiste. Non, justement, je suis plutôt comme toi. Je pense que en fait, l'IA et les évolutions technologiques, donc que ce soit industriel, technologie, Internet, on en a eu des vagues de toute manière. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait de l'outil. Il y aura toujours des versions beaucoup plus néfastes à l'être humain. Il y aura des versions beaucoup plus qui vont nous servir à tous et qui vont aider à une vie meilleure. Et donc la prochaine question se porte justement sur, à l'inverse, si on se projette dans 20 ans, t'imagines comment les banques dans le futur, la banque dans 20 ans, elle va arriver comment ?
C'est un exercice difficile. Hein. Ouais, c'est pas simple d'avoir une boule de cristal. Je pense que sur la partie retail banking, c'est-à-dire la banque de détail au quotidien, on le voit déjà. Il y a une pression à la baisse du nombre d'agences. Il faut savoir qu'en France, c'est une vraie anomalie statistique. Il y a énormément d'agences en France par rapport aux autres pays. Si tu vas dans les pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, c'est des divisions. C'est pas qu'il y a 20% ou 30% de moins d'agences, c'est des divisions en fait. C'est 4 fois moins d'agences, 5 fois moins d'agences par rapport au nombre d'habitants. Donc tu as vraiment une particularité française là-dessus, avec des réseaux très implantés. Tu as la Banque Postale, ou le groupe BPCE ou Crédit Agricole par exemple, sont des groupes mutualistes, sont extrêmement présents sur les territoires. Et c'est d'ailleurs une partie de leur modèle, leur ADN, leur identité. Donc il y a quand même un sujet effectivement parce que tout simplement les jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins attachés à l'agence bancaire. Avant, aller à l'agence c'était tout à fait normal dans les habitudes. Aujourd'hui, je pense que tu dis à un jeune de 18 ans on va aller ouvrir ton livret A à l'agence du coin. Je suis pas sûr qu'il va comprendre. Et en plus, le mardi, entre 15h et 17h, tu vois, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il y a un enjeu. Je dis pas qu'il y aura plus d'agences, mais je pense qu'il va y avoir une montée en gamme des agences. Il y en aura moins. Et puis surtout, une montée en gamme pour aller vraiment chercher du service. C'est-à-dire que je vais aller en agence pour vraiment un service, une expertise. Je vais pas y aller pour ouvrir un contrat lambda que je peux ouvrir à distance. Ça n'a plus de sens, en fait. Donc, ça a des impacts très importants, hein, organisés interne à la banque, sur le staff. Sur les compétences, c'est-à-dire c'est plus les mêmes compétences, donc tu as un enjeu de monter en compétences qui est très fort. Tu as potentiellement moins de personnes aussi, hein, très clairement, ou en tout cas redispatcher ces personnes sur d'autres fonctions. Ça a aussi un gros intérêt pour les conseillers parce que leur métier va monter en gamme, parce que tu pourras plus te focaliser sur des tâches à haute valeur ajoutée, parce que l'IA te permettra de faire tout un tas de tâches qui aujourd'hui sont complètement manuelles et n'ont pas peu d'intérêt en réalité. Et puis pour les clients, ça peut permettre quand même d'amener un meilleur service, plus réactif, plus digital. Par exemple, je pense que dans 20 ans, te dire que aller faire une demande de crédit à une banque et que ça prend 2 semaines pour étudier ton dossier, ça n'existera pas en fait. Tu vois, ce sera pas audible. Tu seras mort en fait si tu fais ça. Donc tout sera instantané en fait en réalité. Donc je pense, je vois vraiment cette évolution assez forte sur la banque de détail qui aurait un vrai impact sur les citoyens. Et puis après, je l'espère dans 20 ans, une éducation financière qui sera au top. Tout le monde sera formé, tout le monde sera au taquet. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme les gens auront une très bonne formation, les produits les moins bons, chargés en frais, pas qualitatifs, etc., auront progressivement disparu. Donc, on aura aussi une montée en gamme dans la qualité des produits qui seront proposés. En tout cas, je l'espère. Oui, en tant qu'ancien commerçant, moi, je peux qu'évoquer et soutenir ce que tu as dit. C'est-à-dire, je pense qu'on va continuer à fluidifier finalement le parcours du client. Et si aujourd'hui, c'est leur demande, c'est la demande des clients. C'est ça, si aujourd'hui, en fait, du canapé, on peut valider un certain nombre de choses en évitant de gaspiller des déplacements, du temps, etc., ça va être dans le sens des choses. Après, juste moi, en tant que néophyte, tu vas contrebalancer effectivement à comment tu gardes la proximité, qui n'est pas forcément bien géographique. C'est tout l'enjeu des banques. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va venir à fermer beaucoup d'agences au fur et à mesure parce que moins d'utilité avec la digitalisation. Et à la fois, tu es bien content d'avoir un maillage du territoire qui parfois peut t'aider. Donc, peut-être que ça va évoluer aussi avec l'évolution démographique ou des générations qui étaient moins acclimatées à ce genre de choses et des générations comme la nôtre qui sont nées avec Internet, avec cette facilité presque déconcertante d'évoluer sur l'informatique. Ça va aller dans ce sens-là. Mais à un moment, il faudra aussi se poser peut-être la question de comment garder de la proximité, même si elle n'est pas physique, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, mais c'est tout l'enjeu des banques. C'est pour ça que je reviens sur les critiques qui sont faites aux banques et parfois justifiées, mais les banques ont aussi un positionnement qui est exceptionnel, en tout cas une opportunité qui est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elles ont ce côté maillage territorial, elles ont l'expertise, elles ont le contact avec le client. Donc si elles arrivent à se mettre à niveau sur la digitalisation, elles auront finalement le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une interface digitale où un client peut tout faire tout seul, et s'il le veut, et là tu arrives sur une notion de parcours client, c'est-à-dire que dans la vie d'un client, peut-être au début, typiquement un jeune, il sera que sur la banque purement en ligne parce qu'il n'a pas besoin d'aller voir un conseiller, ça lui apporte pas grand-chose, c'est pas sa demande en tout cas. Mais par contre, au fur et à mesure de l'évolution de ses besoins, là il va avoir besoin d'une expertise crédit, d'une expertise en structuration patrimoniale, d'une expertise fiscale ou que sais-je. Et là, la banque sera aussi en capacité, tu vois, de mettre en face ses experts. Donc arriver à jouer sur ces deux tableaux, je pense que c'est vraiment ça. C'est très dur à mettre en place, évidemment. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu de travailler le cycle de vie d'un client au sein d'une banque. Aujourd'hui, c'est très segmenté. Tu prends des groupes
comme BNP Paribas ou Boursorama Bank, ils ont leur banque traditionnelle et puis la banque de détail, la banque en ligne à côté. Je pense que tout ça a vocation à être plus intégré pour vraiment gérer le client au sein du groupe tout au long de sa vie et puis qu'il puisse venir au début par exemple Boursorama, puis j'ai pu revenir peut-être chez Boursorama Bank, tu vois, et que tout ça soit très fluide. Ouais, c'est très clair ce que tu dis, je suis d'accord. En fait, c'est continuer à travailler sur l'omnicanalité des parcours. Il n'y a plus un parcours physique ou un parcours en ligne. Il y a plein de parcours selon les profils qui se croisent. Mais comment tu les fais, non pas travailler en silo, mais plutôt en vase communicant. Exactement. Et qui communiquent entre eux. Ça roule par rapport à ce qu'on disait, donc si on reste dans la digitalisation, etc., moi je me posais une question, est-ce que tu penses que l'argent physique, tel qu'on le connaît, le cash et tout, peut être amené à disparaître finalement? Alors, vaste débat, je pense que tu fais référence à l'euro numérique, qui est un projet qui déchaîne les passions, qui est assez fortement contesté par les banques. Bon, pour le dire rapidement, l'idée c'est de créer un euro dit numérique ou digital euro en anglais, qui serait une nouvelle monnaie. Donc ça serait un cours officiel qui serait accessible avec un wallet, donc un portefeuille digital qu'on aurait sur le portable. C'est très critiqué par les banques parce que ça serait, d'après elles et d'après moi aussi, une manière de les contourner parce qu'au fait, l'argent serait directement mis sur ce portefeuille numérique qui serait géré par la BCE via des prestataires, donc la Banque Centrale Européenne, et ne serait plus directement en fait sur votre compte bancaire. Ça a des impacts économiques qui peuvent être importants parce que, on l'a dit tout à l'heure, les dépôts permettent de financer les crédits. Donc si toute chose égale par ailleurs, tu as une partie X des dépôts qui viennent sur ce portefeuille numérique, forcément, en face, tu as moins de capacité à distribuer des crédits. Donc ça, c'est un des arguments forts des banques. Ça vient pas y passer en fait totalement les banques, quoi. Alors pas totalement, parce qu'il y a des limites de détention qui sont envisagées par la Banque Centrale Européenne. Ça n'est pas encore fixé à 100%, mais c'est des limites à quelques milliers d'euros, donc relativement faible. Mais sur une masse de citoyens européens, ça peut être important. Donc ça, c'est des choses qui sont démenties par la Banque Centrale Européenne, qui a d'ailleurs fait des études. Chacun pourra les regarder et se faire son propre avis. En tout cas, c'est un projet qui est assez contesté. Et le rationnel derrière tout ça, c'est d'avoir, et ça c'est quelque chose qu'on partage tous, une souveraineté européenne, à minima, alors française, c'est un doux rêve maintenant, je pense, mais à minima européenne sur ces paiements. Parce qu'aujourd'hui, avec les actions diverses et variées du président des États-Unis, bon, il y a des questions qui se posent de plus en plus. On dit, si les réseaux de cartes bancaires américains, Visa, Mastercard, sont plus disponibles, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, on est dans la mouise. Donc, il y a un enjeu à la fois du côté des banques qui portent des solutions, notamment la solution Wero, qui est une solution pan-européenne entre banques, notamment les principales banques françaises sont présentes là-dessus sur du paiement. Et puis, la Banque centrale de son côté avec son euro numérique. Et donc, tout ça, effectivement, pose la question du cash. La disparition du cash, je ne sais pas. Il y a des pays qui l'ont fait. Ils sont en train de revenir en arrière. Par exemple, en Suède, ça n'existe quasiment plus. Ils sont en train de revenir en arrière un petit peu parce que derrière, tu as aussi les risques cyber. Comment on fait s'il y a une cyberattaque sur tout le système de paiement et que tu n'as plus de cash? On a vu qu'il y a eu des cyberattaques, je crois que c'est au Portugal ou en Espagne, il y a eu des grosses coupures qui ont duré des heures. Ouais, en Espagne, ouais. Voilà, ça pose question. Donc, la place du cash, ça va continuer à se réduire, clairement. Et encore une fois, on revient aux besoins des clients. Les clients ne veulent plus, en majorité, les clients ne veulent plus utiliser du cash. Donc, ça va se réduire. Mais je ne pense pas que ça a vocation à complètement disparaître. Après, tu as aussi d'autres enjeux de fiscalité, très clairement. Voilà, on sait très bien qu'avec le cash, l'argent liquide, il y a des sujets de non-paiement de TVA, etc. Bien sûr. Donc, derrière, c'est des enjeux qui sont assez grands. Donc, je pense que voilà, ça va continuer à diminuer. Après, enlever complètement le cash, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et sur l'euro numérique, justement, alors moi je suis très néophyte sur le sujet et très éloigné. C'est un sujet très complexe. Mais c'est vrai que moi, de mon petit prisme, en fait, je me dis, j'ai l'impression qu'ils ont un peu créé ça aussi contre la crypto, le bitcoin, etc. Est-ce que ça a un lien direct? Et à l'inverse, tu vois, je me pose souvent la question, je me dis, en fait, le bitcoin, au début, personne n'en voulait. Au fur et à mesure, ça a pris de la place quand même au niveau des institutions. Il y a des gros acteurs comme BlackRock et tout qui ont investi de manière lourde. Donc, on voit qu'ils veulent aller chercher de la crypto, mais est-ce que c'est juste pour le pourrir ou ils veulent vraiment investir dedans? Et après, il y a une autre question aussi, c'est qu'en plus de ça, la plupart ont créé des ETF crypto qui ne sont pas de la crypto même, mais qui sont du coup reliés. Et donc, je suppose qu'il y a un enjeu pour eux d'avoir dupliqué quelque part la crypto. Et est-ce qu'ils veulent y aller ou c'est juste pour faire des contraintes, des barrières et tuer Alors, je ne suis pas sûr que l'euro numérique soit fait contre la crypto. Je ne pense pas. Après, c'est culturellement, c'est deux opposés. C'est-à-dire la crypto, c'est la finance décentralisée. C'est-à-dire que c'est une monnaie numérique qui ne dépend pas d'une banque centrale, par définition, qui est décentralisée. À l'inverse, l'euro numérique sera émis par la Banque Centrale Européenne. Donc déjà, conceptuellement, c'est deux opposés. Et ça fait d'ailleurs partie des critiques sur l'euro numérique. Bon, donc il y a ça. Après, quant au succès, entre guillemets, commercial de cette solution,
Je sais pas. Donc il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que peu de gens connaissaient l'euro numérique et encore moins étaient prêts à l'adopter. Après, on verra si ça voit le jour. Donc là, le projet il est en cours. Ça verra pas le jour avant 2028-2029 au grand public. On verra ce qui se passe. Affaire à suivre. Je regarde la pendule, on est plutôt bien. Je voudrais juste te poser du coup tes questions signatures, les fameuses questions qu'on retrouve dans ton podcast. Pour ceux qui découvrent Richard sur la chaîne, il a des chouettes mécanismes dans son podcast. Donc il y a les speed questions où tu réponds de manière assez rapide oui, non. Et tu as les questions signatures que je trouve hyper pertinentes parce que c'est des questions que je pourrais poser. Et donc je voulais te faire le petit exercice de te les reposer en miroir. Donc la première, je crois, c'est peux-tu nous donner ton livre incontournable si tu devais nous en donner un sur ces thématiques-là? Heureusement que tu m'as prévenu en amont que tu allais me poser ces questions-là. J'ai pu préparer une réponse que je me rends compte que c'est pas si facile. Non, le livre, j'ai pas mal hésité parce que je lis pas mal de livres. J'ai dit que j'étais pas nostalgique tout à l'heure. Je vais faire une petite contradiction. En écho avec la situation aujourd'hui en France, donc ça va être une biographie du général de Gaulle, qui s'appelle Une certaine idée de la France, qui est une citation du général de Gaulle, qui disait qu'il se faisait une certaine idée de la France. Pour dire quoi? Pour dire la singularité de la France dans le monde. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à la politique du général de Gaulle, mais aujourd'hui, quand tu regardes justement d'un point de vue macro ce qui se passe en France, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de systèmes qui dépendent encore de ce qu'on a décidé après-guerre, par exemple le système de retraite. C'est le général de Gaulle qui l'a institué. Il y a beaucoup de mécanismes de structuration de l'État qui ont été faits là, sauf que le monde, il a beaucoup changé. Et donc, on voit que tout ça n'est plus adapté. Mais en tout cas, le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui a sauvé le pays, et puis c'est quelqu'un qui avait une vision 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On peut être d'accord ou pas sur certaines choses. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui dans le pays. Je trouve qu'on a beaucoup de gestionnaires, mais on n'a plus d'hommes d'État, en réalité, ou de femmes d'État. Et donc, c'est un livre, évidemment, sur tout son parcours, sur la guerre et sur aussi comment il a redressé la France. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est un des plus gros personnages de l'histoire de France. Et c'est une bonne lecture dans la période, on va dire, troublée que nous traversons. Alors, c'est un pavé, par contre, il fait 800 pages. Donc on a déjà parlé. Faut être prêt, mais vous pouvez le picorer. Moi, je l'ai pas lu en une fois, parce qu'il y a des séquences dans le livre, mais c'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait une vision pour son pays. C'est quelqu'un qui a doté la France des atouts sur lesquels on est encore, l'arme nucléaire, par exemple. Et je trouve que ça nous manque aujourd'hui, des hommes et des femmes d'État qui ont cette vision-là de planification. Alors, plus comme on le faisait vraiment les plans à l'époque. Voilà. Mais cette vision-là, ça nous manque aujourd'hui. Non, mais très intéressant, encore une fois, de revenir à la jeunesse pour mieux comprendre les choses, for sure, comme on dit. For sure. Quel conseil donnerais-tu au Richard d'il y a 15 ans, du coup? Ouais. Écoute, moi, je te l'ai dit au début de l'interview, quand j'ai parlé de mon podcast, je suis un grand timide à la base, donc je me suis amélioré quand même. Mais moi, pendant longtemps, j'ai sous-estimé la rencontre. Tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, rencontrer physiquement les gens, créer des connexions. Pas forcément business d'ailleurs, pas forcément immédiate pour avoir tu me dois quelque chose, je te dois quelque chose, c'est pas le sujet, mais simplement créer des connexions, rencontrer des gens, et ça t'apporte une énorme richesse. Et ça t'apporte pas forcément quelque chose à l'instant T, mais parfois, tu vas avoir besoin, ou la personne va avoir besoin dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et plus tu te crées, au fait, ces connexions, plus t'apprends aussi à aller vers l'autre de manière, tu vois, j'allais dire naïve, c'est peut-être un peu fort, mais désintéressé, tu vois, se renseigner, tu fais quoi, tu travailles dans quoi, d'accord, tu fais ça, et ça va te permettre de t'améliorer aussi, de rencontrer tu vois, d'aller plus vers l'autre. Vraiment, ça serait vraiment ça. Moi, pendant longtemps, de manière un peu caricaturale, je me disais, même dans le travail, je me disais, de manière un peu naïve, tu vois, quand j'ai commencé, si je travaille bien, ça va bien se passer pour moi, je vais être bien évalué, je vais être promu. Mais en fait, c'est pas ça la vie. On n'est pas des IA, pas encore en tout cas, mais tu as tout l'aspect humain. Donc voilà, aller plus vers l'autre. Et puis, deuxième chose que je me serais dit, c'est qu'il y a 10 ans, je n'avais pas du tout compris la création de contenu. Bon, c'était beaucoup moins développé, évidemment, mais créer du contenu plus tôt, prendre la parole plus tôt. Pourquoi ? Parce que ça te permet de progresser, encore une fois. Le fait de t'obliger à prendre la parole, comprendre un sujet pour en parler, ça te permet de faire du développement personnel, en fait. Et c'est quelque chose, tu vois, j'étais très fermé quand on parlait de développement personnel. Il y a 10 ans, j'avais 21 ans. Tu me parlais de développement personnel, je t'aurais dit, mais de quoi tu me parles, arrête de me raconter des trucs bullshit. Voilà. Mais non. on s'améliore. Mais donc, ce côté-là, se former en faisant. Tu vois, c'est un peu cette logique-là. Ouais, de manière subliminale, finalement, tu souffres moins que de t'empiler plein de trucs d'un coup et tu viens distiller dans le temps.
et du coup vraiment créer un gros bagage. Je suis d'accord avec toi. Bien, donc du coup, dernière question. Si tu avais un invité ou une invitée à me recommander pour mon podcast, de qui tu pourrais me parler? Alors, je vais te recommander 2 invités, un homme et une femme. J'insiste sur une femme parce que je suis en déficit de parité dans mon podcast, donc je ne sais pas si c'est ton cas, mais voilà, je fais l'effort de le faire dans mes recommandations. Donc, tu auras 2 recos pour le prix d'une. Donc, la première, c'est Jeanne Le Mélinaire. Donc, c'est la fondatrice de EasyWop. Qui est une entreprise qui œuvre dans l'éducation financière, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants. Donc, c'est quelqu'un qui est passionnante, qui a beaucoup de choses à dire, qui a des prises de position sur des sujets et voilà, qui a une entreprise, je trouve, qui a un vrai impact dans l'écosystème, que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir. C'était également une invitée du podcast. Et en plus, elle est très sympa, tu verras. Donc ça, c'est la première reco. Et puis, deuxième recommandation, donc c'est quelqu'un également que j'ai reçu dans le podcast, Maxime Affringue. Donc, c'est un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Quelqu'un de très sympa également. J'ai beaucoup aimé son approche, pas seulement technique, mais également sur l'aspect plutôt humain, comment il accompagne ses clients. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est reconverti à la quarantaine, qui s'est lancé dans ce métier, qui a complètement changé, qui a eu le courage de quitter un grand groupe. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a inspiré. Voilà, il a bossé 20 ans chez Michelin, il s'est lancé à son compte pour faire ça. Donc, c'est quelque chose de vraiment courageux. Il a repris ses études, il s'est reformé et ça fonctionne. Donc, c'est vraiment top, je trouve, de mettre en avant un profil comme ça. Eh ben, trop bien, merci beaucoup pour ces super recos. On va les contacter rapidement et en espérant qu'ils acceptent de faire un bel épisode. J'en suis sûr. Si tu es encore là, mille merci. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que c'était intéressant pour toi. Si ça t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à me soutenir avec un pouce, un commentaire ou un avis 5 étoiles. C'est toi qui choisis, il y a l'embarras du choix. N'hésite pas à aller jeter un œil aussi sur les contenus de Richard sur son podcast Inside Banking, aussi bien en audio qu'en vidéo. Tout à fait. Tout son contenu qu'il délivre, qui est super sur LinkedIn, mais aussi sa newsletter. Et puis, n'hésite pas aussi à ton tour à le soutenir. Franchement, il le mérite amplement. Merci beaucoup, Richard. Merci à toi. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut, salut. Salut.